Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, le tout en français. Bien content de vous retrouver pour une nouvelle semaine, on va dire une dernière semaine avant quelques semaines de vacances, on va en reparler. Euh, Avant de finir cette intro, bien sûr, comme d'habitude, le petit instant promo. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes les plateformes d'écoute, donc de podcast, via notamment le Smartlink d'Ocha. Vous pouvez également retrouver l'Omra sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. etc. Et j'ai envie de dire qu'on va commencer sans plus tarder pour un épisode qui sera assez court. Allez, c'est parti. Alors, pour ce dernier épisode, avoir une bonne petite pause, j'ai envie de faire une sorte de récap en parlant de plusieurs choses, plusieurs actualités liées au collège baseball. Il y a une première chose dont j'ai envie de parler rapidement. Je vous avais parlé il y a 2 épisodes de cela un peu des awards, par exemple le Golden Spikes, le Dick Hauser, les All-American Team. Il y avait on va dire, une récompense dont je n'avais pas parlé, c'était les Freshman All-America Teams. Donc moi je me réfère comme d'habitude à celles qui sont données par D1 Baseball. Et je vais vous donner en fait ces équipes-là assez rapidement. Donc dans la First Team, on a pas mal de joueurs qu'on a pu retrouver notamment en ACC, en SEC, et on a quelques joueurs qui s'intègrent et qui viennent des mid-majors, si je peux le dire ainsi. En receveur, pour les joueurs de position, on retrouve donc Luke Stevenson, dont je vous ai assez souvent parlé, le freshman issu de North Carolina, qui termine notamment avec 14 home runs et 58 points produits en 284, 480, 535, si on parle donc de moyenne à la batte, d'OBP et de slugging percentage. Il termine donc avec un OPS notamment de 955. En première base, on a Henry Ford de UVA, lui aussi très très bon cette saison, un OPS de 1.006, 17 home runs, 69 points produits. Ça va être un joueur par contre qui va devoir travailler un peu plus sur son strikeout rate. En seconde base, on a Steven Milam de LSU, lui aussi qui s'est révélé indispensable dans cette sorte de rotation dans les côté infielders du côté de Jay Johnson et donc de LSU. Il termine avec un OPS de 931 pour notamment 8 home runs, 40 points produits et 7 bases volées pour voir un peu ce côté versatile qu'il a pu apporter. La star en devenir de l'université de Miami, Daniel Covey, qui va peut-être se retrouver un peu orphelin, on va en reparler un peu après, qui termine lui avec un OPS de 1.165, 24 home runs, 75 points produits, lui aussi un gros strikeout rate pour le coup, c'est pas un joueur qui vole des bases, un troisième base assez imposant, mais qui a été très intéressant pour montrer de la puissance assez rapidement au niveau du college baseball. On attend une progression sur la discipline, mais en tout cas c'est un très fort joueur. Alabama n'est pas sans reste puisqu'ils ont un joueur qui s'installe dans cette first team en Justin LeBron, le shortstop, qui termine notamment avec 12 home runs et 37 points produits, avec un OPS de 975. Côté des outfielders, on a pour moi le freshman de l'année, je pense que pour beaucoup d'ailleurs, Drew Burress, le joueur de Georgia Tech, qui termine en 381, 512, 821, et donc un OPS de 1.333. C'est un joueur qui termine avec 25 home runs, 67 points produits, un très bon strikeout but sur balle ratio, on va dire, avec 58 buts sur balle provoqués pour 37 strikeouts concédés. Il a aussi volé 8 bases, donc vraiment une année complète, le meilleur freshman pour moi de la saison. On a ensuite Kaylen Boggenpaul de Missouri State qui s'inscrit là parmi tous ces joueurs de grosses powerhouses, qui est un peu la surprise du chef, enfin l'une des surprises du chef, mais c'est tout à fait mérité. Il termine en 293, 446, 639 pour un OPS de 1.085, c'est 20 home runs et 45 points produits. AJ Gracia, dont on a vu l'un des plus beaux highlights défensifs, il a volé un home run dans une sorte de back-to-back highlight défensif entre lui et donc comment il s'appelle, le joueur de l'outfielder de Oklahoma, un trou comme d'habitude, Kendall Pettis, bien entendu, c'est lui le highlight reel. Quand vous voulez des highlights défensifs, vous cliquez sur lui et vous en avez pour votre argent.
Eh bien, AJ Gracia avait aussi montré de très belles choses. Il termine avec un OPS de 1.008, 14 home runs, 58 points produits. Bien sûr, Gavin Graovac, qui aurait pu se retrouver en première base, mais pour le coup, là, il est appelé en DH. C'est peut-être l'autre grosse star, on va dire, à côté de Drew Burress, de ses freshmen. Peut-être pas le plus impressionnant en termes d'OPS, par exemple, qui est de 987, mais il faut rappeler qu'il était lead-off. Et en qualité de lead-off, il termine quand même avec 23 home runs, 66 points produits. Par contre, c'est vrai, beaucoup trop de strikeouts. Il a terminé avec 95 strikeouts. Donc quelque chose qu'il va falloir travailler. Et pour finir, l'utility player de cette first team, c'est Eric Paulsen de Stony Brook. Là aussi c'est l'autre surprise avec Kalen Bogenpaul, qui termine lui avec un OPS de 850, 4 home runs, 24 points produits. Pour le coup très propre en termes de discipline, 22-20 en termes de ratio but sur balle, strikeout. Donc voilà pour les joueurs de la first team en termes de joueurs de position. En termes maintenant de pitcher, bien sûr en starting pitcher, on est obligé de parler de Jason DeCaro dont je vous avais parlé lors du tournoi national. Il jouait cette saison pour North Carolina et c'était vraiment un true freshman comme on n'en fait plus puisqu'il n'avait même pas 18 ans au début de la saison. Il termine avec un ERA notamment de 3,81. Un ratio strikeout but sur balle de 78-44, c'est pas exceptionnel, mais quand même pour un si jeune joueur, c'est quand même très encourageant. 6 victoires, 1 défaite. À ses côtés, on retrouve Kenton Deverman de Evansville. Evansville, le petit poussé, un peu la surprise de ce tournoi national, qui est allé jusqu'au Super Regionals et qui a même pris un match au futur tenant du titre, Tennessee. Il termine avec un ERA de 4,22, avec notamment 111 manches lancées, pour un ratio 83-23 en termes de ratio strikeout but sur balle. C'est très intéressant. Aiden Knack de Clemson, j'en ai pas du tout parlé cette saison, pour autant, et c'était une des belles surprises de Clemson quand on sait les difficultés qu'ont pu rencontrer Clemson, notamment en 2023 dans leur classe de pitcher, où c'était assez hétéroclite, on va dire. Il termine avec un ERA de 3,35 notamment. Chase Morgan du côté de Louisiana, les Cajuns qui ont fait une très belle saison. Lui il termine avec un ERA de 3,18, 69-20 en termes de ratio sur la cote but sur balle, 73 manches lancées. Très intéressant. Et enfin, un dernier starter en Dominic Vogel de Kansas. Lui aussi, je n'en ai pas du tout parlé, mais il termine avec un ERA de 3,89. 81 manches lancées, 80-29 en termes de ratio strikeout but sur balle. Côté des releveurs, on a bien sûr Jacob Dedan de NC State, qui a été très intéressant pour cette équipe-là. Il termine notamment avec un ERA de 4,50, mais on sait que c'est sur bien moins de manches puisque c'est un releveur. Gabe Gaekle, j'en avais parlé au début de saison du côté d'Arkansas, il avait fait partie de ces gros lanceurs qui avaient permis à Arkansas d'avoir de très bons résultats en tout début de lancer un peu la saison d'Arkansas. Je n'ai pas après bien suivi sur la saison, mais il termine quand même avec un ERA de 2,32 seulement, 42 manches lancées, un peu plus, un ratio de 57-19 en termes de ratio strikeout but sur balle. C'est peut-être le meilleur lanceur de toute cette queue de freshman, même si lui pour le coup on peut pas le comparer au starting pitcher parce qu'il ne va pas sur la durée. Et enfin, donc Eric Paulsen de Stony Brook, qui est donc un two-way player, vous l'aurez compris. Il a lancé pour 42 manches en termes de releveur, on va dire. Un ERA de 3,21, donc très intéressant. Un ratio sur la carte but sur balle de 24-10. Et voilou. Pour la seconde team et pour la third team, j'ai juste parlé de certains joueurs qui sont amenés, pourquoi pas, à devenir des stars petit à petit. Je pense par exemple... du côté de Maryland, Chris Hakopian notamment, qui a terminé avec 15 home runs, 42 points produits, le troisième base, et un OPS de 1.009. Kyle Walker de Grambling aussi a été très intéressant, surtout quand on voit sa discipline, 33-19 en termes de ratio but sur balle strikeout, un OPS de 1.129, il termine avec 13 home runs, 43 points produits. On a aussi un champion ici, parce qu'on a Dean Curley qui a... quand même joué pas mal, apporté sa pierre à l'édifice, 888 en OPS, 12 home runs, 50 points produits. On peut parler de Trey Phelps aussi, 1.140 en termes d'OPS, 12 home runs, 40 points produits, le joueur de Georgia, l'outfielder. Et puis un dernier joueur dont j'ai envie de parler, c'est pour parler un peu d'Arizona State en même temps, c'est Brandon Compton. Dans une saison où Arizona State a quand même montré de belles choses, même si ça a été irrégulier, il a su tirer son épingle du jeu avec un OPS de 1.089, avec 14 home runs, 51 points produits. Peut-être qu'il va falloir travailler un peu plus sur la discipline, mais très intéressant.
Et donc en utility player, on a Kyle Johnson, le two-way player de Duke, qui a terminé avec notamment 3 home runs, 11 points produits, et puis un OPS de 867, sachant qu'en termes de lanceurs, il a été très 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 intéressant. Côté des lanceurs, qui j'ai envie de mettre en exergue, c'est beaucoup de joueurs, d'ailleurs, pour le coup, pour les lanceurs, en seconde équipe freshman, c'est beaucoup de joueurs des mid-majors, ce qui prouve qu'ils associent la chance à leurs jeunes. Il y a notamment le Brett Landman de Abilene Christian, qui est venu avec un IRA de 3,48 en tant que starter. Il a quand même lancé pour plus de 70 manches. Et il a un ratio strikeout but sur balle de 79,32. Donc très intéressant. Un autre joueur, là on va parler plutôt d'un releveur. Tiens, on va parler de celui de UC Irvine. UC Irvine qui a fait une très belle saison. Hein. Ricky Ojeda qui a donc terminé avec un IRA de 3,46. En 52 manches lancées, 74-25 si on parle de ratio strikeout but sur balle, donc c'est très 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 intéressant. Et bien sûr, Kyle Johnson en vient de parler, il termine avec un IRA de 4,38, il a lancé pour presque 50 manches, il a fait du start, il a fait de la relève, il a fait un peu de tout, hein, on peut le dire, et il a été très intéressant pour Duke à certains moments clés. Il termine avec un ratio strikeout but sur balle de 53-19. Voilou un peu pour parler des freshmen, donc des joueurs qu'on va continuer à suivre sur les au moins 2 prochaines saisons avant de les voir pourquoi pas être draftés. Et avant de continuer ce podcast, je vais faire une petite pause pour reprendre un peu ma respiration et prendre de l'eau. On peut maintenant s'attarder sur l'autre principal sujet que je voulais aborder en fait lors de ce podcast. C'est tout ce qui est mouvement, on va dire, transfert de joueurs, transfert ou changement de coach, etc., etc. Je pense que vous me voyez venir. Il y a un peu plus de 2 semaines, juste après la finale perdue face à Tennessee, Jim Schlossnagle, le head coach de l'époque maintenant de Texas A&M, avait donc annoncé son départ pour Texas. Ce qui est assez choquant quand on connaît l'historique entre les facs. On sait d'ailleurs, hein, pour la petite histoire, Texas A&M, je rappelle, c'était pas une fac historique de la SEC. Texas A&M a notamment été du côté de la Big 12 et donc face à Texas pendant un moment. A quitté cette Big 12, alors ça devait être en 2012 peut-être, si je me rappelle bien. Alors là, ne me prenez pas pour parole d'évangile là-dessus, hein. Comme vous me connaissez, moi et ma mémoire, c'est pas incroyable. Et là, ce qui est marrant, entre guillemets, cette triste ironie, c'est que maintenant Texas rejoint de nouveau Texas A&M, cette fois-ci dans la SEC, et en plus, il leur ship leur coach. Jim Schlossnagle, pour rappeler un peu son résumé rapidement, c'est quand même un coach exceptionnel qui a coaché une bonne quinzaine d'années de côté de TCU avec les résultats qu'on connaît. TCU qui était devenu une place forte du college baseball avec régulièrement des participations au tournoi national, voire Super Regionals dans ce tournoi national, voire même des College World Series. C'est un coach qui a une très grosse réputation et qui est donc arrivé à Texas A&M, je pense que c'était en 2021 ou 2022. Ne me cotez pas non plus en termes de date, parce que je suis très nul en date et j'oublie facilement, mais voilà. Dans ce début des années 2020, il quitte TCU un peu de manière surprenante, on va dire, et ça fait un peu miroir derrière qu'est-ce qu'il vient de faire là cette saison. Il arrive donc à Texas A&M et il hérite d'une fac qui a été décevante, hein, sur son histoire déjà en termes de baseball, hein. C'est pas une fac que l'on voit souvent aller au College World Series par exemple dans son histoire, mais même sur les dernières saisons avant qu'il arrive, c'était assez catastrophique. Ou en tout cas compliqué. Catastrophique est un mauvais mot puisque on a vu quand même des sursauts de ci et de là. Il arrive, il dit qu'il va mettre en place des choses, il sait qu'il a beaucoup de travail à faire, il travaille beaucoup sur les transferts pour essayer d'amener de l'expérience à son groupe, amener un peu plus de qualité également. Et dès 2022, il arrive à atteindre même les College World Series. Le début de saison est assez compliqué, même si Texas A&M est une équipe très plaisante à voir jouer, une équipe très offensive d'ores et déjà, enfin dès ce moment-là. Et ils arrivent un peu en tant que surprise, comme Notre-Dame, je pense cette année-là d'ailleurs, au College World Series. Il n'y faut pas grand-chose, mais en tout cas, il y a pas mal de promesses. La saison suivante, on se dit qu'il va focus son recrutement, ou en tout cas son développement sur les pitchers, parce que c'était là où le bas blesse. Texas A&M fait encore une saison plus que correcte. Cette fois-ci, ils n'iront pas au College World Series, mais ils iront quand même au tournoi national. Et on se dit, bon,
ils ont un freshman en JC Laviolette sur lequel ils peuvent construire pour une année 2024 qui promet. Pourquoi elle promet? Puisqu'ils arrivent à récupérer via le portail des transferts Braden Montgomery, la star de Stanford d'alors, un two-way player, surtout dans la partie offensive, qui est déjà reconnu, qui est allé déjà 2 fois de suite au College World Series avec Stanford, et qui va amener encore plus d'explosivité à une offense qui est déjà très très forte. À côté de ça, on retrouve des joueurs qui reviennent de longue absence comme Ryan Prager, et on se dit que cette fois-ci, plus des joueurs comme Chris Cortez par exemple pour la partie relève, Texas A&M semble bien plus armé de chaque côté de la balle pour pouvoir faire du bruit. Et on ne se trompe pas, puisqu'il va faire une saison exceptionnelle, portée notamment par un trio du tout en haut du line-up, Gavin Grahovac, le freshman, JC Laviolette, donc la star de Texas A&M, et Brandon Montgomery, la star qui est venue justement cette saison. On retrouve une attaque qui est peut-être juste derrière Tennessee, la plus grosse attaque de cette SEC. On les voit donc réussir une saison exceptionnelle, ils vont jusqu'en finale de College World Series, qu'ils perdent justement face à Tennessee. Et là donc, Schottenhagel décide de dire qu'il va partir pour le rival texan. Et ensuite, on voit pas mal d'informations qui expliquent que beaucoup des gros joueurs, notamment de Texas A&M, se sont inscrits ou entrent dans le portail des transferts. On pense justement à JC Laviolette, on pense à Gavin Grahovac, on pense aussi à d'autres joueurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en remplaçant des joueurs blessés, comme je pense à c'est Caden Kent, le fils de Jeff Kent, qui a justement remplacé Braden Montgomery parce qu'il s'est cassé la cheville, le pauvre. Et donc on voit ça et on commence à imaginer le pire avec un exode de tous ces joueurs. Quelques jours après, on apprend l'intronisation de Michael Early, qui était déjà là, parce que c'était le coach de frappe, le hitting coach de Texas A&M sous les ordres de Jim Schottenhagel. On apprend donc qu'il devient le head coach. Et avec son intronisation et très rapidement ce côté un peu rassurant, on voit que finalement, de tous les joueurs que l'on voit entrer sur le portail, il n'y a aucun des joueurs d'impact n'est finalement concerné, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne se font pas transférer. Ils ont l'air plutôt via des annonces, via les réseaux sociaux, tout ça, ils ont l'air plutôt de s'accorder pour dire qu'ils sont prêts à rester en fait à Texas A&M et qu'ils voient en fait du positif. Donc on va dire que c'était une fausse alerte en termes de joueurs, même si il va falloir attendre de voir un peu ce que va pouvoir apporter Early à pareil niveau, puisque voilà, c'était plutôt un assistant coach. Et on a vu également Texas A&M est très 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 actif sur le portail des transferts dans le sens des arrivées, puisqu'ils vont récupérer des joueurs très importants. Il y a un joueur qui a un statut particulier, c'est Gavin Cash. Gavin Cash était un des gros joueurs, peut-être pas une star, mais un des gros joueurs de Texas Tech. Il avait commencé, je pense, à Texas, puis après il a fait 2 saisons à Texas Tech, et là il s'est inscrit sur le portail des transferts pour pouvoir aller justement du côté de Texas A&M. Mais il faut le savoir, il est quand même concerné par la draft. C'est peut-être pas le plus haut prospect qu'il soit, mais c'est pas un prospect. Voilà, il peut tirer son épingle du jeu à la draft, et en fonction de la draft, peut-être qu'il va décider finalement de signer du côté de la MLB et donc de ne pas honorer son commit du côté de Texas A&M. Mais en tout cas, il est proche de Texas A&M, au cas où il ne donne pas d'accord avec la franchise qui va le signer, ça fait une grosse addition du côté de Texas A&M. Eux qui vont perdre bien sûr via la draft Braden Montgomery. Il y a d'autres transferts qui concernent Texas A&M, je ne les ai pas tous sous le nez, mais voilà, je voulais profiter un peu de parler de transferts pour rappeler d'abord ce qui s'est passé par rapport à Texas A&M et rassurer les fans de Texas A&M s'il y en a, je sais qu'il y en a d'ailleurs, pour vous dire que vous inquiétez pas les gars, ça se passe plutôt bien. Des joueurs qui sont partis, il y a Max Coffer, le catcher qui était très bon il y a 2 ans, mais qui s'est fait on va dire dépassé dans la hiérarchie des catcheurs par comment il s'appelle, c'est Jackson Apple. Donc il y a lui qui est parti comme gros joueur, mais à part ça, il n'y a pas des gros joueurs qui quittent Texas A&M. Il y a Jett Johnson, mais voilà, Jett Johnson c'est pas un gros joueur. Il avait juste surtout besoin, c'est pas un gros joueur, c'est un mensonge ce que je dis. C'est un gros potentiel, c'est-à-dire que c'était un joueur qui était très bien vu en termes de lycéen, mais par contre il n'a pas pu avoir de chance, sa chance, puisque c'était un freshman qui était dans un roster très 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 chargé du côté de Texas A&M. Il va justement essayer du côté d'Auburn de lancer un peu sa carrière universitaire, mais voilà, encore une fois c'est pas un joueur qui avait un impact particulier.
Par contre, quand on voit les transferts, comme j'ai dit, donc j'ai parlé de Gavin Cash, mais aussi Jacob Galloway, le catcheur de USC qui va venir du côté de Texas A&M, donc il va pouvoir euh, venir soit suppléer Jackson Apple si il ne revient pas du côté de Texas A&M, soit être sa doublure, ce qui ferait quand même une position de receveur très très bien chargée du côté de Texas A&M. L'autre, voilà, on va changer un peu, on va plus parler de Texas A&M, mais l'autre gros transfert que moi j'ai vu et qui m'intéresse beaucoup, c'est Gavin Killen. Gavin Killen, je ne pense pas que vous allez vous en rappeler, mais j'avais fait un article sur les joueurs de Louisville, freshman, qui pouvaient avoir un impact. Il avait été mentionné à la draft 2022 de mémoire. 2022 ou la draft dernière? Non, c'est 2022, parce que l'année dernière il était freshman du côté de Louisville. Donc, il a été mentionné du côté de la draft 2022. Malgré tout, il a décidé de suivre son commitment du côté de Louisville et d'y aller. Il était vu comme un gros joueur qui devait normalement, dès sa saison freshman, être un joueur d'impact pour Louisville, un Louisville qui devait se reconstruire un peu. Et ça a été très compliqué en 2023 en tant que freshman. Par contre, en tant que sophomore, il a été beaucoup plus intéressant, beaucoup plus proche de ce à quoi on peut s'attendre le concernant, puisqu'il a terminé avec 9 home runs, 41 points produits, 23 doubles, en 330, 361, 591. Sachant que c'est un shortstop qui est très intéressant défensivement, il y a toujours du progrès à faire, mais très intéressant défensivement, il peut couvrir pas mal de zones. Donc c'est très intéressant pour Tennessee ce genre de prise. En général, dans les transferts qui m'intéressent, la plupart sont d'ailleurs du côté de la SEC pour l'instant. J'ai vu par exemple des échanges entre des facs SEC. Il y a Brady Neal de LSU qui va du côté de Alabama. Dans les autres joueurs qui m'intéressent beaucoup, alors oui, je suis en train de chercher parce que j'ai un petit trou. Je sais qu'il y a des joueurs de Ole Miss d'ailleurs qui partent de Ole Miss pour aller rejoindre d'autres équipes. J'ai un peu oublié qui exactement. Oh voilà, il y a Mike Mancini, seconde base de James Madison. Il a fait vraiment 2 très bonnes saisons là-bas. Donc sa saison freshman en 2023 et sa saison sophomore cette saison. Cette saison il termine avec 15 home runs, 49 points produits et 29 bases volées. Avec notamment 329, 419 et 586 si on parle des stats. Et surtout, il va commit du côté de Vanderbilt qui a besoin de renouveler un peu son effectif, notamment en termes de line-up. On sait que ça n'a pas été aussi simple que d'habitude. On sait que Tim Corbin va vouloir un peu remettre Vanderbilt sur la carte de la population baseball en termes de college baseball au niveau national, mais déjà en termes de SEC, parce que ça a été compliqué cette saison. Et bien Mike Mancini, c'est le genre de prise qui est très 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 intéressante pour cette fac. Enfin, un joueur qui est passé un peu sous le radar, on va dire, c'est Charlie Meglio. Charlie Meglio, c'est un joueur de Campbell qui était freshman avec Campbell et qui a eu une saison freshman très intéressante avec notamment 9 home runs en 275, 399 et 475. Il a commit du côté de South Carolina et donc là-bas, il a une place à se faire puisque c'est pas comme s'il y a une hiérarchie pure en termes de shortstop du côté de South Carolina qui l'attendent. Donc il n'y a pas une grosse concurrence, même s'il va falloir faire son trou. Donc voilà. Sur les quelques transferts dont je voulais parler, sachant que ce sont des transferts notamment qui impliquent beaucoup des équipes de SEC. On aura le temps, lors de mon retour de vacances, de rentrer un peu plus dans le détail des transferts en regardant toutes les autres facs, si vous le voulez. On pourra aussi parler de coach carousel concernant toutes les autres facs en général et de voir un peu tous ces mouvements. Pour parler un peu plus de mon retour, je ne pense pas revenir avant à minimum la fin août. Pourquoi? Puisque on attend un heureux événement, donc je suis très content à ce niveau-là, mais bon, qui dit heureux événement dit forcément que va falloir s'occuper, et avec plaisir bien sûr, du nouveau membre de la famille, donc ça veut dire que ce soit au niveau de mon boulot, au niveau professionnel, mais au niveau donc du podcast, je vais devoir prendre une bonne pause. Donc ce qui va se passer, après ce podcast-là, il n'y aura pas de podcast pendant peut-être un mois, voire un mois et demi. Par contre, comme je le disais dans le podcast précédent, j'avais quelques vidéos déjà de prêtes ou j'ai des vidéos que je suis en train d'enregistrer au moment où je parle, soit des vidéos courtes, soit des vidéos un peu plus longues, que je vais programmer pour qu'elles sortent sur YouTube de temps à autre. Ce sont toujours des vidéos liées au baseball. Ce ne sera pas forcément que des vidéos liées au college baseball pour le coup.
J'ai pas envie de vous dire trop de choses pour pas vous spoiler, j'ai envie de presque vous laisser la surprise. Il y aura peut-être un peu de college baseball sur des moments un peu short, on va dire. Il y aura aussi des vidéos un peu plus baseball et pop culture, notamment baseball et cinéma, avec quelques recommandations de films à pourquoi pas voir ou revoir. Et puis on va voir s'il y a un autre format un peu plus long qui va pop-up d'ici là. Euh, N'hésitez pas bien sûr à venir me voir, me poser les questions dont vous voulez me poser, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube en tant que réseau social. Je vous le rappelle, bien sûr, il y a déjà une palanquée maintenant d'épisodes du podcast, il y en a maintenant plus de 50, ce qui est magnifique. Il y a aussi plus de 150, je pense, ou 200 vidéos au final sur l'Omra sur YouTube, donc n'hésitez pas à explorer un peu. Il y a des choses de très mauvaise qualité, je vous le concède. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes, notamment si vous allez dans la playlist sport et société. Je pense qu'il y a quelques vidéos très intéressantes, sans vouloir me jeter non plus des fleurs, mais je veux dire des choses très intéressantes, que ce soit le baseball au Japon par exemple, que ce soit le baseball et sa place dans l'histoire américaine. Hein, c'était une de mes premières trilogies sur YouTube à l'époque. Donc n'hésitez pas, hein, c'est pour les curieux et curieuses qui veulent avoir un petit truc à écouter en faisant la vaisselle ou en faisant autre chose, n'hésitez pas, c'est là-bas. Et sur tous ces beaux mots, j'ai envie de vous dire à très bientôt. Merci encore beaucoup pour tout. Hein, je vous le dis pas assez, mais merci beaucoup pour tout. C'est grâce au retour que ça me donne de la force pour continuer. Et j'espère vous retrouver incessamment sous peu. À très vite. Bonnes vacances d'été. Allez, ciao.